Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Jean-Pierre Pernaut était un journaliste à Tchernobyl comme à Vesoul. D'abord un journaliste qui écoute pour comprendre, un journaliste qui regarde pour apprendre, un journaliste qui témoigne pour partager. Il n'était pas abîmé par la célébrité, pas attiré par les honneurs ni gâché par l'argent. Simplicité, authenticité, proximité. Jean-Pierre Pernaut était un homme de bien, sans masque et sans artifice, les pieds sur terre et la tête bien faite. Un amoureux des campagnes, un défenseur du patrimoine, un gardien des traditions. Il aura traversé la vie des Français à la tête du journal télévisé le plus écouté d'Europe. Le public l'aimait comme on aime un ami avec qui on a rendez-vous chaque jour pour voir la couleur du monde, pour saisir les nuances du temps, mais aussi pour regarder ce qui est arrivé près de chez soi. Jean-Pierre Pernaut était enfin un bon camarade, pareil à la ville comme à l'écran. 71 ans, c'est trop jeune pour mourir. Ce matin, nous aurons une pensée pour Nathalie, son épouse, pour Olivier, Julia, Tom, Lou, ses enfants. Nous sommes avec Jean-Claude Dacier, qui l'a bien connu, avec David Kayat, que vous connaissez également, qui est cancérologue et qui nous parlera peut-être de cette maladie terrible qui est le cancer du poumon, avec Philippe Guibert. Et nous sommes avec Jean-Pierre Foucault, et je le remercie grandement, Jean-Pierre, d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on écoute d'abord Jean-Pierre Pernaut. C'était le 29 novembre. Il est venu dans le studio d'RTL le 29 novembre, il y a 3 mois, pour parler avec les auditeurs. Il était resté pendant 1h30 et son message était clair: arrêtez de fumer. Jean-Pierre Pernaut. C'est vrai que le cancer, c'est pas facile. Ce sont des examens depuis le mois de mai, des examens très réguliers dans un hôpital parisien qui est formidable, l'hôpital de l'AP-HP, où les gens se donnent à fond et il faut leur rendre vraiment hommage, parce que je suis soigné depuis le mois de mai à l'hôpital Pompidou. Une opération en juillet, une radiothérapie il y a quelques semaines, et une fuite, c'est vrai, j'en parlais dans un document qui sort sur C8 le 9 décembre, je crois, la semaine prochaine, et il y a eu une petite fuite sur ce document. J'avais décidé d'en parler parce que avoir un cancer, il y a tellement de gens qui en ont. Pourquoi en parler? J'en parle parce que ce cancer du poumon vient à 80% du tabac. Pendant toute ma vie, j'ai fumé. Pendant toute ma vie, mon frangin qui était médecin m'engueulait en me disant: Jean-Pierre, arrête de fumer. Tous les gens dans mon entourage professionnel à TF1 et ailleurs: Jean-Pierre, arrête de fumer, c'est pas raison. Mais non. Donc ça n'arrive qu'aux autres. Eh ben, je suis tombé dans le piège, j'ai pas arrêté de fumer et je le dis dans ma petite vidéo, j'ai été con, tout simplement. Donc si ça peut inciter 2 personnes à arrêter de fumer, je suis content d'en parler. Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Pernaut, les 2 Jean-Pierre, vous incarnez tous les 2 la réussite des années TF1, 2 figures très populaires, très proches des gens, avec des itinéraires très longs, des très longues carrières. Vous aviez commencé tous les 2 à l'âge de 20 ans. Et Jean-Pierre, vous avez vu une dernière fois Jean-Pierre Pernaut lors du gala Miss France il y a très peu de temps, et il avait passé la soirée avec vous. Fin décembre, il avait souhaité présider le jury Miss France, sans doute en clin d'œil à son épouse Nathalie, qui fut Miss France il y a quelques années. Et puis il est venu sur scène à mes côtés pendant les répétitions. J'ai vu qu'il avait un petit peu de mal et que parfois il trébuchait quelque peu. Je lui ai dit: écoute, tu restes à ta place, moi je t'interviewe depuis la scène. Non, il a balayé d'un revers, si vous voulez, ses propos, et il était persuadé que ce combat-là, une nouvelle fois, il allait le gagner. Il en a eu beaucoup de combats qu'il a gagnés, notamment contre l'intelligentsia qui repoussait son journal, qui pourtant était le plus regardé, vous l'avez dit, et le plus écouté d'Europe. Mais là, cette fois-ci, hélas, il a perdu. Vous savez, Jean-Pierre Pernaut, c'était le seul qui ne savait pas qu'il était Jean-Pierre Pernaut. Parce que c'était une immense star, et lui vivait tout à fait normalement, comme le commun des mortels. Il était d'un accès extrêmement facile. Moi, je le voyais en coulisses avec les Miss qu'il regardait, avec toute l'équipe technique. C'était un mec normal, c'était un mec bien, c'était un mec qui faisait son métier, c'est tout. Et contrairement à ce que j'entends parfois depuis 24 heures, on peut tricher à la télévision. Il y a des gens qui peuvent séduire face à l'écran et qui ne sont pas exactement à la ville ce qu'ils sont à l'écran. Ça peut arriver. En revanche, Jean-Pierre Pernaut, ce n'était pas le cas. Non, on ne peut pas tricher à la télévision parce que la télévision est un révélateur. Vous êtes
obligé, et d'abord c'est beaucoup plus simple de rester soi-même. Parce que si vous jouez un rôle, à un moment vous vous coupez, vous vous trompez, et la faille est là, et on se rend compte que vous avez menti. Jean-Pierre Pernaut est resté Jean-Pierre Pernaut, vous avez raison Pascal, à la ville comme à la scène. Quel souvenir vous garderez de lui, Jean-Pierre? Le souvenir d'un mec bien, d'un grand professionnel, d'un homme que je regrette de ne pas avoir fréquenté plus souvent, et notamment lors de notre dernière entrevue pour les Miss France. Nous nous sommes quittés rapidement à la fin de l'émission, comme on le fait à chaque fin d'émission. Je regrette très honnêtement de ne pas avoir pris le temps de rester un peu avec lui, mais on ne sait jamais que c'est la dernière fois. Merci, vraiment merci. C'est une page qui se tourne. Je le disais, vous avez incarné ces années TF1, ces années de gloire, de célébrité. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs des passerelles entre vous et Jean-Pierre Pernaut, cette proximité. On n'est pas populaire à ce point par hasard, Jean-Pierre Foucault. Et la liaison s'est interrompue. Le professeur Caillat est avec nous, et ce qui est tout à fait frappant, vraiment, il était avec Jean-Pierre Foucault fin décembre, et je le disais tout à l'heure, il était le 29 novembre, moi, lorsqu'il est venu dans le studio d'RTL, j'ai trouvé qu'il était plutôt en bonne forme, c'est-à-dire que par exemple il n'y avait pas de signe extérieur de la maladie, il n'avait pas maigri, il n'avait pas perdu de cheveux, tu avais le sentiment qu'il était plutôt en forme, et en 3 mois il n'est plus là, donc cette maladie est terrifiante, rapide, cruelle. Elle est tout ça, effectivement. Dans ce qu'il a dit dans l'interview là, que vous avez diffusée, il a dit il y a tellement de cas autour. Mais ça, c'est la première raison de cette espèce de peur panique qui entoure le mot de cancer et qui entoure cette maladie. Il faut savoir que le nombre de cancers en France, mais partout dans le monde, double tous les 20 ans. Il n'y a pas d'autre maladie qui connaît une progression comme celle-là. Double tous les 20 ans. Et si vous regardez le cancer du poumon, par exemple, c'est vrai qu'on est confronté à plusieurs problèmes dans le cancer du poumon. Le premier, c'est que 80% des cancers du poumon sont dus au tabac. Mais seuls 8% des fumeurs ont un cancer du poumon. Toute la stratégie à venir, c'est comment identifier ces 8% qui vont faire un cancer s'ils fument. Et eux, faire une prévention vraiment ciblée. Parce que quand on dit qu'il faut arrêter de fumer, mais il faut savoir que le tabagisme, c'est une addiction. On en a parlé avec certaines personnes ici. Voilà. C'est une addiction. Quand vous dites à un drogué qui se pique, il faut arrêter de se droguer, vous en avez eu beaucoup qui ont arrêté de se droguer. Alors je vais donner un chiffre terrible. Une très belle étude américaine. 64%, c'est énorme, hein, des gens à qui vous diagnostiquez un cancer du poumon, qui démarrent la chimio, les traitements terribles du cancer du poumon, qui savent qu'ils vont probablement mourir, 64% continuent de fumer jusqu'à leur mort. C'est une addiction, c'est une maladie. Donc ça ne sert à rien de dire qu'il faut arrêter de fumer, il faut essayer de les aider, de les accompagner. Donc un nombre de cas qui n'arrête pas d'augmenter, 8% de fumeurs qui ont un cancer, mais les autres, ils ne comprennent pas, ils fument tranquille, donc ils se disent, c'est pas moi. Et on connaît tous le papy à la campagne qui fumait et qui n'a rien eu. Et puis, même chez la femme, 200% d'augmentation du cancer du poumon chez les femmes non fumeuses. Je salue Jean-Pierre Foucault. Et je salue Jean-Pierre Foucault. Je disais, Jean-Pierre, qu'il y a des passerelles entre vous et Jean-Pierre Pernaut sur cette popularité. On n'est pas populaire par hasard. Et c'est vrai que c'est aussi une page de la télévision qui se referme parce que c'est la télévision d'avant. C'est-à-dire que des carrières comme vous, qui a débuté à RMC dans les années 70 et qui est toujours à l'antenne, ça n'existera plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas en tout cas. Je souhaite à ceux qui commencent aujourd'hui ou qui ont commencé il y a quelques années d'avoir la même carrière que Jean-Pierre et votre serviteur Jean-Pierre, parce qu'en effet, plus de 50 ans. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? J'ai peur que vous ayez raison, ça n'existera plus. C'est-à-dire que la multiplication des écrans fait que le lien que vous avez tissé avec le téléspectateur à travers toutes ces émissions et toutes ces apparitions, forcément ce lien n'existera pas de la même manière. Merci en tout cas Jean-Pierre, vraiment merci à vous d'être intervenu ce matin. Je voudrais qu'on le réécoute Jean-Pierre Pernaut parce qu'il avait également parlé du cancer et c'est pour ça que je vous ai demandé d'être venu, de venir ce matin, et c'est son épouse Nathalie qui l'avait aidé d'une certaine manière à parler de sa maladie. C'était le 29 novembre, je le répète, dans les studios d'RTL. Et c'est elle qui m'a appris en fait à ne pas avoir peur du mot cancer. Quand on vous dit vous avez un cancer,
on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Nathalie m'a appris qu'il ne fallait pas que le ciel nous tombe sur la tête. C'est une maladie. Il y a des gens qui meurent du Covid, il y a des gens qui meurent de la grippe, il y a des gens qui meurent du cancer, mais on en meurt de moins en moins. Donc autant essayer de garder la pêche, et si les gens qui nous écoutent ont un cancer, c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on est foutu. Donc il faut se bagarrer, comme on dit, il faut suivre ce que disent les médecins, et eux se battent pour que la maladie soit de mieux en mieux soignée. Vous n'avez pas répondu tout à l'heure quand même à ma question, David Kayat. Comment se fait-il qu'en 3 mois, on est le 29 novembre. Dans le cancer, à un moment donné, il y a une accélération vers la fin, parce qu'on a à la fois des cellules qui deviennent de plus en plus cancéreuses au fur et à mesure qu'elles se divisent, qu'elles prolifèrent, et elles deviennent de plus en plus agressives, de plus en plus performantes, et parallèlement, le corps du malade, lui, s'affaiblit de plus en plus, ses défenses sont de moins en moins fortes, il est moins capable de supporter les traitements, et c'est pour ça qu'on a toujours affaire à la fin à une sorte d'accélération. Si on a mis 2 ans pour rechuter, à partir du moment où on a rechuté, les choses vont clairement s'accélérer. Je trouve, et souvent on a des conversations ensemble, je trouve que vous faites un métier absolument terrifiant, puisque lorsque vous voyez quelqu'un, vous savez comment va évoluer la maladie, et j'ai envie de dire, il n'y a jamais de surprise, ou hélas, jamais de miracle. Alors, non, ça fait 45 ans que je fais ce métier et j'ai jamais vu de miracle. Par contre, ce que j'ai vu, c'est la découverte de nouveaux médicaments qui ont bouleversé le pronostic de certains cancers. Vous savez, on dit le cancer, mais c'est les cancers. 88% des cancers du sein sont guéris aujourd'hui. Guéris. 88%, presque 9 femmes sur 10. Mais le poumon, manifestement... Alors, le poumon, il y a un grand changement. Alors, moi, j'ai vu le cancer du testicule quand j'étais jeune interne. Tous ces jeunes gens de 20 ans mouraient. Et puis, il y a eu la découverte d'un médicament qui s'appelle cisplatine. À partir de ce jour-là, il n'y a plus un mort pratiquement. Il y aura un mort ou 2 par an en France. C'est fini, ils sont guéris. Il faut être là pour voir le dernier mort. Dans toute guerre, il y a un dernier tué. Dans toute maladie, il y a un dernier mort. Et le cancer du poumon, il y a l'immunothérapie maintenant. Extraordinaire. Moi, j'ai des malades que je pensais vraiment, ils avaient quelques semaines à vivre. On a mis l'immunothérapie et ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils vont très bien et plus de traitement même. Je salue Xavier Couture qui nous écoute et qui dit « Je me souviens de Jean-Pierre Pernaut quand nous avons lancé Combien ça coûte ?» Gentiment mais fermement, il avait fait évoluer le concept parce qu'il avait un sens inné de ce métier, un instinct infaillible qui le rapprochait du public, un géant d'une époque où faire de la télévision pour tous, avait un sens. J'ai voulu insister, Jean-Claude, sur ce côté journaliste. D'abord, un journaliste, j'ai dit, quelqu'un qui sent l'information, qui sent le terrain. On peut même dire que c'était une sorte de révolutionnaire professionnel, s'entend. Parce que son journal n'est pas et n'a jamais été classique. Il a eu le culot en plus de le maintenir, parce qu'il était souvent... on ricanait, à tort, évidemment. Lui, il croyait à son modèle, ô combien, et les Français ont totalement ratifié son modèle. Il y avait Paris, où il se passait soi-disant beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il méprisait et oubliait ce qui se passait à Paris, pas du tout. Mais son obsession était d'aller voir ce que ça donnait sur le terrain, ce qu'en pensaient les Français. Ça a été le triomphe de la décennie. Les scores qu'il faisait étaient exceptionnels. De la décennie, de 3 décennies. De 3 décennies, tu as raison. La privatisation de TF1, c'est printemps 87. Ouais. Étienne Moujotte et vous arrivez aux commandes de TF1 avec d'autres début en 88, disons à l'automne 87. Qui prend la décision et pourquoi Étienne Moujotte prend-il... On dit que c'est Étienne Moujotte parce qu'on sort d'Yves Mourouzi. On sort d'Yves Mourouzi, qui est un journal entre guillemets haut de gamme, qui s'adresse aux citadins. C'était l'inverse. C'était l'inverse. C'était l'inverse. Qui prend la décision ? Qui avait aussi ses mérites. Oui. Mais bon, ce qui prend la décision, je ne sais plus, mais je pense que c'est Lelay et Moujotte. Moi, j'avais pensé à l'époque à mettre Jean-Pierre le matin. Mais l'expérience de TF1 au matin n'a pas duré. Et on l'a laissé sur le service public avec le succès qu'on connaît. Mais l'homme, je pense que c'est Moujotte qui a décidé de tenter cette expérience, de lui donner la tranche très importante de la mi-journée, et il en a fait ce que l'on sait, à savoir un triomphe exceptionnel. Et ce que disait Jean-Pierre était vrai, c'est qu'il n'y avait pas de différence entre le Pernaut de 11h et le Pernaut de 13h quand il disait bonjour. C'était le même homme. Moi, je me souviens, on faisait tous les ans, il y a quelques années, je ne sais pas si ça continue, je ne crois pas, on était reçus à Saint-Jean-de-Luz, à quelques journalistes, dont Jean-Pierre Pernaut. On essayait de jouer au golf mal, mais on se marrait surtout très bien pendant 3 ou 4 jours. C'était le Jean-Pierre. Mais c'était une star énorme. Il ne pouvait pas faire 10 mètres dans la rue avant que les gens l'embrassent, le saluent et lui disent combien il était précieux dans
dans la diffusion de l'information. C'est une époque, tu as raison, qu'on ne reverra sans doute jamais, parce que les sollicitations sont tellement nombreuses aujourd'hui. Des communicants, partout, des communicants, il y en a partout, des circuits de communication. Non, et puis il y a 50 écrans, mais je m'amuse d'entendre les commentaires ce matin qui sont tous élogieux. Faut voir ce qu'il a pris dans la figure. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est-à-dire, et les attaques, elles sont, bon, d'abord, elles sont parfois fortes parce qu'elles sont politiquement fortes, c'est-à-dire populistes. Je veux dire, franchouillard, pourquoi pas extrême droite. C'est ça que lorsqu'on défend le patrimoine, les mais bien sûr, souvenez-vous des Guignols, le ricanement, on ricane. Je veux dire, c'est cette France-là. D'ailleurs, les Parisiens ne le regardaient pas, parce qu'il y avait une question de mode de vie. Oui, mais les Parisiens ne regardaient pas le journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut. C'était regardé en province, donc ils rentraient déjeuner chez eux. Par les gens qui rentraient déjeuner chez eux. Donc c'est un mode de vie qu'on retrouvait beaucoup plus en province qu'à Paris. Moi, je me souviens qu'en tant que conseiller de personnalité politique, je regardais les audiences et je leur disais, mais essayez d'aller chez Jean-Pierre Pernaut, parce que là, vous allez toucher un public que vous n'allez jamais toucher ailleurs. J'avais un scepticisme dans le regard, parce que les personnalités politiques ne regardaient jamais Jean-Pierre Pernaut. Elles préfèrent déjeuner en ville, et elles ont tort, et elles devraient c'est exactement ça, Pascal. Parfois, les auditeurs ont la parole. Vous savez qu'il a interrogé tous les présidents de la République, sauf un, paraît-il, qui a refusé de venir. Mais bon, ils sont toujours bien les coups, manifestement. C'était François Hollande qui a refusé de venir parce qu'effectivement, ça ne devait pas être assez chic pour lui. C'était l'anti-bobo, Jean-Pierre. C'était l'anti-bobo. C'était l'anti-bobo. Et alors, pour avoir vécu avec Jean-Claude Dacier, qui était le patron des sports à l'époque, moi j'étais jeune journaliste, j'allais au conf de rédaction à 8h30, 9h. On faisait ce qu'on appelait les permanences. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas un fan de sport. En tout cas, c'était pas un fan de football, parce qu'il pensait que c'était pas tout à fait son public. Mais je l'ai vu entrer en conflit fortement avec les journalistes. Pourquoi ? Parce que les journalistes faisaient de l'institutionnel. Tu avais un conseil des ministres, le type voulait être devant l'Élysée pendant 2 minutes et raconter de ce qui s'était passé en conseil des ministres. Et lui préférait un éclairage via un sujet, via un reportage. La vie des gens. Et la vie, effectivement, au quotidien, comment la décision à Paris s'incarnait dans la réalité, ce qui est la base de notre métier, de faire de la proximité. Le Parisien fait ça, RTL fait ça, on essaye de le faire, etc. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes journalistes préfèrent souvent faire de l'investigation, parfois, que de la proximité. Mais c'est formidable, la proximité. C'est formidable, la vie des uns et des autres, me semble-t-il. C'était un grand quotidien régional, national. Bien sûr. Et puis, je l'ai dit, et puis Jean-Claude l'a dit aussi, c'était vraiment un bon camarade. Si tant est que le mot normal veut dire quelque chose, c'était quelqu'un qui était normal. En plus, il était au-dessus de tout ça. Pardonne-moi, mais il n'avait pas de concurrent. Oui. Entre guillemets, pas de prédateur, si j'ose dire. Mais il a eu 15 présentateurs sur France 2. Point. Alors, on essayait de l'imiter à droite, à gauche, sans réel succès. Non, c'était assez exceptionnel, franchement, c'est pour ça que... Voyons le sujet de Solène Boulan, parce qu'on ne l'a pas vu, et puis après, nous changerons de sujet. On parlera d'Ivan Colonna, parce que je trouve que l'affaire Ivan Colonna, s'il n'y avait pas la guerre, ce serait un scandale d'État. Oui, je suis d'accord. C'est invraisemblable qu'un des prisonniers les plus surveillés de France puisse se faire attaquer dans une prison et mourir comme il est mort. Je m'aperçois que, sauf erreur de ma part, monsieur Dupond-Moretti n'a toujours pas réagi. Non, je crois que non. Mais je trouve ça comme absolument... Souvent, oui, je trouve ça... Ce qui se passe avec Ivan Colonna, c'est invraisemblable. Ce qui peut se passer, puisque on le dira tout à l'heure, mais chaque condamné DPS doit toujours avoir 2 personnes autour de lui. Et il n'est pas... DPS, pardonnez-moi. C'est les condamnés particulièrement surveillés, détenus particulièrement surveillés, DPS. Et on a refusé qu'il aille à Borgo pour cette raison, parce qu'à Borgo, on ne pouvait pas l'accueillir parce que c'est pas une prison qui accueille les condamnés DPS. Donc on en parlera tout à l'heure. Marine Lançon est en train de me parler, je ne sais pas ce qu'elle me dit. Donc le sujet de Solène Boulan sur Jean-Pierre Pernaut pour lui rendre hommage. Quel beau générique. Mesdames et messieurs, bonjour. Ça y est, c'est fait, c'était la dernière... Après avoir fait ses adieux aux téléspectateurs du JT en décembre 2020, l'ex-star du 13h de TF1 a succombé à un cancer des poumons à l'âge de 71 ans.
Arrivé à la tête du journal télévisé en 1988, le présentateur rassemblait chaque midi près de 5 millions de téléspectateurs, avant de céder sa place pour des raisons de santé. Ce journal, c'est lui qui en avait élaboré la recette. Une édition faite de proximité selon ses mots. Oui, région tourisme déjà. Très vite, il impose son style et met en valeur une France des régions à travers ses terroirs et ses traditions. Voilà, au 13h, essayer de faire un journal un peu plus proche des gens, plus proche des régions, que j'aimais, parce que je suis originaire de Picardie. Et dans les couloirs de TF1, j'arrêtais pas de dire, mais arrêtez de parler de Paris, arrêtez de parler de Paris. Après plus de 30 ans d'antenne, Jean-Pierre Pernaut laisse derrière lui toute une génération. Lui qui assurait pourtant que la télé n'avait jamais été un objectif. Je vous embrasse du fond du cœur. Merci, je vous aime, je vous oublierai jamais. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur Jean-Pierre Foucault. Michel Cotta était directrice de l'Info en 1988. Forcément, elle a été associée à ce choix de Jean-Pierre Pernaut, il faut le rappeler. David Kayat, je vais vous remercier. Il y a quelque chose qui permet de savoir si on peut avoir un cancer ou pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le PET scan. Ah oui, mais on ne le fait pas à titre de dépistage, parce que c'est à la fois des rayons, et puis c'est extrêmement onéreux, il y a très peu de machines en France. Mais ça serait formidable, c'est-à-dire un PET scan, c'est-à-dire que vous êtes, des pieds jusqu'à la tête, et vous savez si vous déclenchez une... Oui, mais vous allez donner envie à tous les téléspectateurs, mais c'est un espèce de super scanner qui cherche les cancers, pas le reste. Hein. Mais en fait, c'est un examen qu'on fait chez les malades qui ont un cancer. On ne le fait pas pour dépister. Mais idéalement, il faudrait le faire en dépistage. Ça y est, la France, il y a quelques semaines, vient d'annoncer le lancement d'un essai de scanner chez les hommes fumeurs de plus de 50 ans. La France est un des pays qui ne s'était toujours pas mis à ça. Et comme la femme fait la mammo, l'homme fumeur fera un scanner des poumons et on dépistera les cancers du poumon, les guérira mieux. Regardez les deux hommages de la famille de Jean-Pierre Pernaut. Tout d'abord, ce qu'avait mis hier soir sa fille Lou sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Regardez. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours tout bleus comme tes veines. Je te promets une histoire. Puis Nathalie Marquet avait mis un écran noir sur les réseaux sociaux Twitter et David Kayat le disait, le rappelait effectivement, Johnny c'est aussi un cancer du poumon. Merci beaucoup Monsieur Kayat. Restez avec nous jusqu'à la pause si vous le souhaitez. L'affaire Colonna, je le disais, je trouve absolument invraisemblable. Alors, comme l'actualité est très très forte, peut-être est-elle sous-traitée dans les médias pour des raisons qui sont évidentes. Mais Noémie Schulz est avec nous. Je ne sais pas, Noémie, si vous allez pouvoir nous rappeler les conditions dans lesquelles Yvan Colonna a été agressé. Il a été annoncé mort hier à l'heure du déjeuner. Manifestement, il n'est pas décédé. Est-ce que vous avez des informations à nous donner ce matin ? Oui, alors il n'y a jamais eu de communication officielle pour dire que Yvan Colonna était mort. Il est effectivement dans un état critique. On rappelle donc qu'il a été agressé hier dans la maison, dans la centrale dans laquelle il se trouve à Arles, alors qu'il était en train, ça c'est un communiqué du procureur de Tarascon qu'il a indiqué hier en fin de journée, alors qu'il était en train d'effectuer seul une séquence d'entretien physique à la salle de musculation de l'établissement pénitentiaire. L'agresseur est lui-même un homme détenu qui assurait un service d'entretien en qualité d'auxiliaire d'étage au moment des faits. Et cet homme, qui est un homme qui a été condamné pour des faits de terrorisme, pour association malfaiteur terroriste, qui avait été interpellé en Afghanistan, c'est un djihadiste de 36 ans. Cet homme donc s'en est pris à Yvan Colonna. Il l'a, nous dit le procureur de Tarascon, il l'a étranglé à main nue puis l'a étouffé. Yvan Colonna a été, quand l'alerte a été donnée, il a été pris en charge par les surveillants pénitentiaires qui ont effectué un massage cardiaque parce que il était vraiment dans un état très critique. Quand les pompiers sont arrivés, il était en arrêt cardiaque et respiratoire, mais les réanimateurs ont réussi à relancer l'activité cardiaque et il est donc toujours actuellement dans un état très critique. Je rappelle qu'Yvan Colonna a été condamné pour l'assassinat du préfet Claude Irignac qui était assassiné en 1998. Je rappelle aussi qu'Yvan Colonna a toujours nié son implication dans cet assassinat et je rappelle qu'il avait été au départ désigné par le commando et que tous les membres du commando s'étaient ensuite rétractés. Il a été condamné et il purgeait une peine
donc à Arles, et il avait demandé depuis très longtemps d'ailleurs son transfert en Corse. Oui, Noémie. Un mot non sur la question qui se pose ce matin, et notamment j'ai pu m'entretenir avec un des avocats d'Ivan Colonna, c'est comment cet homme qui était un détenu particulièrement surveillé, vous avez dit demander son transfert en Corse, c'était régulièrement refusé, notamment pour des raisons de sécurité. On disait qu'on ne pouvait pas, dans les prisons corse, ne pouvait pas accueillir un détenu qui a ce statut-là de détenu particulièrement surveillé. Pour vous donner un exemple, quand ces avocats venaient le voir au parloir, il fallait prévenir 48 heures à l'avance parce qu'il fallait baliser un parcours pour s'assurer que de sa cellule jusqu'au parloir, il ne croiserait pas d'autres détenus. Donc c'est un homme qui était tout le temps à l'isolement, qui n'allait pas en promenade avec d'autres détenus. Et donc hier, un de ses avocats, Maître Cormier, me disait, on se demande quand même comment il est possible que cet homme qui n'était jamais au contact de personne se soit retrouvé à proximité d'un autre détenu et que cet autre détenu ait pu s'en prendre physiquement à lui. Dans un communiqué, le procureur, bien sûr, une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. On ne sait rien pour le moment des motivations, des raisons pour lesquelles cet homme s'en est pris à Ivan Colonna, et l'inspection générale de la justice va aussi enquêter pour voir s'il y a eu un dysfonctionnement interne, bien sûr. Il y a forcément eu un dysfonctionnement interne. Évidemment. Mais personne dans cette salle de gym pour surveiller l'homme qui était soi-disant à surveiller de très près par tout le monde à chaque minute de la journée. C'est incompréhensible. Le geste de cet ancien djihadiste est tout autant incompréhensible. A-t-il agi pour son compte, ou quel cas il est fou? A-t-il été commandité par qui et pourquoi? Règlement de compte sur la Corse, ça me paraît assez inattendu, assez extravagant. De l'Afghanistan à la Corse, pas évident. Il faut quand même quelques minutes, j'imagine, pour étrangler quelqu'un de ses mains. Mais bien sûr. Je sais rien, mais bien sûr. Je ne suis pas expert, mais quand même. Bien donc, sûr, non mais c'est... Peut-être il serait souhaitable qu'après enquête, l'administration pénitentiaire ou le ministre s'explique un peu et nous éclaire. On va marquer une pause. Je remercie Noémie Schulz, merci une nouvelle fois David Kayat. Et on va recevoir dans un instant Sergueï Girnov, qui est un ancien espion du KGB, et nous serons également avec Jean-Claude Allard, qui est chercheur associé à l'IRIS. Mais nous allons essayer de joindre Pascal-Pierre Garbarini, qui a été un des avocats de Ivan Colonna, et on sera aussi avec Gilles Simeoni, qui est président du conseil exécutif de Corse. À tout de suite. Pascal-Pierre Garbarini est en direct avec nous. Il est en direct au téléphone parce qu'il est en train de plaider en ce moment même à Bastia. Et je le remercie parce qu'il est sorti de l'audience pour être avec nous. Détenu particulièrement signalé, DPS. C'était le cas de Ivan Colonna. Comment un détenu DPS peut-il donc se retrouver avec un autre détenu DPS sans surveillance? Pascal-Pierre Garbarini, bonjour. Bonjour. Merci de me laisser la parole. Tout d'abord, je voulais dire que moi, je pense à Ivan. Je pense à Ivan Colonna. Hein. Moi, je suis complètement effondré et je partage bien évidemment la douleur de la famille et de ses enfants. Voilà. Moi, je suis anéanti. Moi, je l'ai suivi pendant 10 ans. Avec lui, j'ai mené tous les combats judiciaires depuis son arrestation en 2003 jusqu'à la cassation. Et moi je suis anéanti parce que on parle peu de lui. C'est un homme, parce qu'il est toujours avec nous encore, c'est un homme cultivé, très bien élevé, c'est quelqu'un d'intelligent et surtout il n'a jamais eu aucun incident, j'insiste, il n'a jamais eu aucun incident durant son incarcération, jamais. C'était entre guillemets un détenu modèle. Ça on l'oublie et vraiment moi je suis d'ailleurs assez mal, je suis effondré parce que c'est une tristesse pour lui, pour sa famille, ses enfants. Voilà, je rappelle évidemment quand même, Monsieur Garbarini, bien évidemment, parce que j'imagine que certains peuvent être entre guillemets choqués de ce que vous dites, puisqu'il a été condamné pour l'assassinat du préfet Claude Érignac. C'est bien de le dire et de le rappeler, parce que ce que je dis là est simplement factuel. En revanche, Monsieur Garbarini, vous aviez un lien avec lui, un lien d'amitié, disons-le, et je crois qu'il vous a écrit il y a 15 jours, 3 semaines, c'est la dernière lettre qu'il vous a envoyée. Qu'y avait-il dans cette lettre? Sans trahir, bien évidemment, mais ce que j'avais relevé, c'est qu'il avait un moral d'acier, que justement il se battait avec
ces nouveaux avocats qui je sais, mes excellents confrères vont se battre pour faire reconnaître à la fois la faute de l'État et également avoir la vérité sur ce qui s'est passé de manière totalement inadmissible en détention concernant son agression. Mais surtout, j'avais relevé, c'est qu'il clamait toujours son innocence. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Ivan Colonna, malgré ses condamnations, il a toujours clamé son innocence en disant qu'il n'y avait pas d'éléments suffisants qui pouvaient permettre de démontrer une quelconque culpabilité de sa part. Et donc il avait un moral d'acier, et sa lettre, elle était d'ailleurs très forte et très réconfortante, parce que bien évidemment, ça faisait 19 ans qu'il était incarcéré. Bon, bref. Après, c'est vrai que ce que vous disiez est quand même... c'est incompréhensible. C'est un détenu particulièrement surveillé. Alors lui, force est de constater, c'est qu'il était ni surveillé, ni particulièrement surveillé. Parce que ce n'est pas possible que cet homme se retrouve en compagnie d'un autre détenu sans que celui-ci, sans la présence d'un agent. Ce n'est pas possible. Eh ben, c'est ce que l'enquête devra effectivement éclaircir. Je vous remercie, Pascal-Pierre Garbarini. Je rappelle que vous étiez à Bastia en ce moment et la liaison est seulement téléphonique, mais je vous remercie vraiment d'être intervenu. Je voulais également que nous ayons Gilles Simeoni, parce qu'en Corse, il y a beaucoup d'émotions, qui est le président du conseil exécutif de Corse, parce qu'effectivement... Ivan Colonna aurait pu rejoindre l'île depuis longtemps et être incarcéré à Borgo. Ce n'était pas possible. Monsieur Simeoni, je pense que vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Pro. Bonjour. Je disais qu'il y a beaucoup d'émotions en Corse aujourd'hui. Effectivement, les Corses ne comprennent pas comment est-il possible qu'un homme... fut-il condamné, comme Ivan Colonna, soit mort de cette façon? Tout à fait. En fait, il y a deux grandes catégories de questions. Le crime pour lequel Ivan Colonna a été condamné, y compris s'il continue à proclamer son innocence, est inacceptable, inexcusable. Il avait été condamné à perpétuité, il exécutait sa peine, il n'y a pas de débat là-dessus. Première question. Si le droit au rapprochement avait été appliqué à Ivan Colonna comme il doit l'être à n'importe quel détenu, ce drame ne se serait pas passé. Or, le droit au rapprochement a été écarté délibérément par les gouvernements successifs, alors même que son application a été demandée non seulement à l'unanimité par l'Assemblée de Corse, mais également par des députés appartenant à tous les groupes siégeant à l'Assemblée nationale. Donc, première responsabilité accablante de l'État et du gouvernement dans cette affaire, le droit n'a pas été appliqué. Si le droit avait été appliqué, ce qui s'est produit hier, la tentative d'assassinat dramatique d'hier, ne se serait pas produite. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, effectivement, les circonstances sont particulièrement troubles. Je voudrais vous dire que j'ai écrit en ma qualité de président du Conseil exécutif depuis 2016 à tous les premiers ministres, à tous mes interlocuteurs gouvernementaux, pour attirer leur attention sur le danger que couraient les détenus corses, et particulièrement Ivan Colonna, Pierre Alessandre et Alain Ferrand, des condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac, suite à des menaces islamistes et salafistes précises. Malgré ces avertissements, manifestement, aucune mesure particulière n'a été prise. Tout au contraire, on se rend compte qu'un individu manifestement condamné à plusieurs reprises, extrêmement dangereux, ancien de l'Afghanistan, occupait un poste d'auxiliaire sportif, c'est-à-dire qu'il pouvait se déplacer librement. Comment a-t-il pu agresser, tenter d'assassiner et probablement, malheureusement, assassiner Ivan Colonna en le frappant dans le dos, en lui appuyant son pied, ce sont les sources policières qui le disent, pendant plus d'1 minute sur la gorge, en l'étouffant ensuite avec un sac en plastique, en étant seul avec lui dans une salle, sans qu'aucun surveillant n'entende ou ne voit rien, alors qu'il y a des dizaines de vidéos. Ces questions-là sont clairement posées et l'enchaînement de circonstances, le refus d'appliquer le droit d'une part et les circonstances de cette tentative d'assassinat manifestement préméditée d'autre part, ainsi que la personnalité de la personne impliquée démontrent que dans cette affaire, malheureusement, beaucoup de choses ne sont pas claires et ne sont pas conformes ni au droit ni à l'équité, un droit et un sentiment d'équité qui doivent valoir pour tous les citoyens, y compris ceux qui ont été condamnés pour des faits particulièrement graves.
Merci, Monsieur Simeoni. Je l'ai dit tout à l'heure, si effectivement l'actualité ne s'était pas déplacée fortement sur la guerre en Ukraine, je pense que ce serait un scandale qui serait traité d'une manière beaucoup plus importante. Parce que c'est manifestement, Monsieur Pro, c'est manifestement une affaire d'État et malheureusement un scandale d'État. Merci en tout cas, Monsieur Simeoni, merci. On va refermer ce chapitre, sauf si vous avez un commentaire à faire, Philippe Guibert. Non, je crois juste que le refus de l'État du droit au rapprochement, parce que c'est pas un droit absolu au rapprochement, c'était pour des raisons de sécurité. Enfin, je veux dire, oui. L'État a le droit de ne pas accepter une demande de rapprochement. Il y a sans doute une volonté aussi, j'allais dire, d'humiliation, et ce qu'on peut comprendre, d'ailleurs, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, Ivan Colonna a été condamné pour l'assassinat du préfet Erignac, de ne pas faciliter, entre guillemets, la vie, tout ça, entre guillemets, de quelqu'un qui a tué un préfet, en tout cas, qui a été condamné. Erignac a une famille à laquelle il faut penser aussi. Voilà. Donc il y a aussi un peu... Jean-Claude a raison, c'est-à-dire que la justice fait aussi de la politique. Bien évidemment. Les conditions de sécurité, enfin la preuve que... Non mais Jean-Claude, je crois qu'il a dit, c'est la bonne formule, c'est-à-dire que la justice fait de la politique, bien sûr. Merci Monsieur Simeoni, merci beaucoup. Nous allons parler de la guerre en Ukraine. Nous sommes avec Jean-Claude Allard, qui est chercheur associé à l'IRIS, et avec... également Sergueï Girnov. Alors, quand on dit, évidemment, ancien espion du KGB... déjà, on n'aime pas le mot espion, nous. Oui, et puis KGB, on n'aime pas non plus beaucoup. C'est pas... je veux dire... C'est une mauvaise réputation, on ne sait pas pourquoi. Quelque chose qui... Ça fait à la fois rêver peut-être, ou pas, mais bon... Quand on rajoute encore un ancien collègue de Poutine qui a fait l'école... Là, vous n'êtes plus du tout, rassurez-nous. Vous n'êtes plus. Non, je ne suis plus, mais il y a une dame qui m'a croisé à la sortie d'un autre plateau qui a dit... Il n'y a pas d'anciens. Mais bien sûr. Non, mais toujours. Mais faux. Il n'y a pas d'anciens. Il n'y a pas d'anciens espions. Peut-être que là, vous êtes évidemment un espion et que c'est votre couverture de ne plus l'être. C'est ça. Évidemment. Ce que j'ai fait pendant 14 ans à la télévision soviétique. Effectivement. Qu'est-ce que vous faisiez à la télévision soviétique ? À la télévision soviétique, j'animais un programme sur la France et sur la langue française. Et c'était ma couverture. Ouais. Ah oui. Mais c'est bon, évidemment, c'est pas le sujet d'en parler là, mais c'est quand même une drôle de personnalité ou de cerveau. Ça montre une duplicité quand même. On ne devient pas espion comme ça par hasard. Je ne vais pas faire de psychanalyse, hein. Si, on va le faire. C'est vrai qu'ils nous choisissent avec un certain profil. Personnalité. Mais c'est eux qui choisissent. Hein. Ah bon ? Ah bah oui. Vous avez la possibilité de refuser ? Mais qui vient ? Vous voulez que je vous raconte la masse? Ah oui, ça m'intéresse. Comment vous êtes devenu espion ? Ça m'intéresse. Donc, tout ça, d'abord à cause de RFI, Radio France Internationale. Parce qu'on m'a donné à apprendre le français. J'ai adoré le français. Je suis francophile et francophone à mort. Mais du temps de l'Union soviétique, on vous donne à apprendre une langue étrangère qui est en réalité une langue morte. Donc vous l'apprenez, vous ne pouvez pas la pratiquer. On vous interdit de la pratiquer. Qu'est-ce qui vous arrive ? Cocotte minute, vous pétez les plombs. Parce qu'à un moment donné, on vous dit, il faut apprendre très bien, mais interdit de la pratiquer. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? J'ai commencé à écouter la radio, en douce, chez moi. Et j'écoutais France Inter et France Info. France Info, à l'époque, il n'y en avait pas. France Inter et RFI. Et RFI, il y avait un petit concours. Ils donnaient des lettres en vrac, ils demandaient de trouver le mot. Et je trouve le mot. Et qu'est-ce que je fais avec ce mot ? Et j'envoie un télégramme à Paris, en 1980, depuis Moscou, depuis le rideau de fer. Donc, le KGB a cru que j'étais un dissident ou un espion. Étranger, français, du pays de l'OTAN. Même pas dans l'organisation militaire, mais l'OTAN. Et donc, ils ont commencé à me chercher, ils m'ont trouvé, bien évidemment. Après, ils ont fait une enquête. Ils ne m'ont pas torturé, ils ne m'ont pas mis en prison. Quel âge vous aviez en 80 19 ans. 19 ans. Et après, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Et donc, en fait, ils m'ont convoqué en disant, on va vous mettre en tôle, et après, on vous propose de travailler pour le KGB, vous choisissez quoi ? La tôle ou le KGB ? Derrière le rideau de fer. Oui, comme alors, vous avez espionné qui, alors ? Oui, parce que M. Allard est là jusqu'à 10h, mais on va parler tout à l'heure, je vous assure. Vous avez raison, parce que ça nous intéresse. Monsieur Allard,
Merci d'abord d'être avec nous. Je voudrais vous faire écouter les interventions d'Emmanuel Macron hier et je voudrais que vous les commentiez. Changement d'époque, écoutez ce qu'il a dit, vous allez dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais ne nous trompons pas. Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis, elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie, sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Monsieur Allard, le président annonce plus d'investissements dans l'armée française. Est-il exact que le général de Villiers a démissionné précisément parce qu'il n'y avait pas assez d'investissements dans l'armée française ? Oui, exactement. C'est l'une des raisons parce qu'il voulait effectivement renforcer l'armée. Et le président, en parlant de changement d'époque, veut certainement montrer, et tout au moins je l'espère, qu'il est décidé à faire des efforts sur la défense, comme les Allemands désormais et d'autres Européens sont décidés à le faire, car effectivement, les moyens de défense de l'Europe, parce que les États-Unis qui sont derrière nous sont très conséquents, sont insuffisants en termes également d'organisation. Chaque pays a sa petite armée, mais il faut arriver à avoir une meilleure coordination en Europe. Quelle est votre analyse géopolitique lorsque le président parle d'un changement brutal et du retour du tragique dans notre époque ? Est-ce que vous validez cette analyse ? Alors moi, je vois deux niveaux. Et moi, je me suis raccroché plutôt à un autre mot de son discours, lorsqu'il a parlé de l'ambition de la Russie et de la revanche. Parce que c'est ça, c'est l'accumulation du côté de Poutine et de la Russie d'un certain nombre de rancœurs, justifiées ou non, mais en tout état de cause. Poutine est arrivé au pouvoir et voulait redevenir l'alter ego des États-Unis, pour moi, comme l'était l'Union soviétique. Et il est rentré un petit peu dans certaines organisations, puis il en est ressorti parce qu'il n'a pas satisfait les critères. C'est normal. Et il a accumulé. Et c'est ça son ressort. Et aujourd'hui, l'Ukraine, il nous tient un discours sur l'Ukraine, mais je crois que derrière, son discours, c'est « je n'ai pas supporté tout ça, et maintenant je suis rentré moi aussi dans un nouveau monde, qui est le monde où je veux essayer de tout faire éclater pour voir si, dans ce chaos, je peux reconstruire quelque chose. » Et c'est ça, rentrer dans le nouveau monde, c'est-à-dire, est-ce que derrière, parce que quand on regarde la carte, et la carte avec l'idée de Mackinder qui parlait de Heartland. Est-ce que cette Russie va s'accoler à la Chine ? Pardonnez-moi, il faut que vous expliquiez. Pardon, excusez-moi. Oui. Mackinder et Heartland. C'était au début du XXe siècle, un géopoliticien a dit, celui qui dirige le monde, c'est celui qui dirige la grande île centrale. Et la grande île centrale, c'est l'Europe et l'Asie. Et celui-ci pourra diriger les différentes îles que sont l'Australie et puis tout le continent américain. Ça a peut-être changé depuis. Pardon ? Ça a peut-être changé depuis. Maintenant, ça s'est peut-être déplacé sur d'autres secteurs de la planète. On peut voir un petit peu une chose, ça ne se déplace pas parce que la Chine est au cœur de ce Heartland, la Russie y est accolée. Donc le pari... Le pari qu'il faut observer, c'est est-ce que la Chine, elle s'est abstenue hier à l'ONU, mais que va-t-elle faire ? Est-ce qu'elle va coller à la vision de la Russie et à la vision de Poutine et créer ce grand ensemble qui, on le sait maintenant, est irrigué par les routes de la soie terrestre, ou va-t-elle progressivement s'en dissocier ?
Le fait qu'elle se soit abstenue est déjà un signe. C'est-à-dire que les autres pays ont condamné à l'ONU, sauf la Chine. Donc ça montre quand même qu'elle est plus proche. Ils ont signé un accord que je n'ai pas vu, à voir dans le détail, mais la Russie et la Chine, il y a quoi ? Il y a moins d'un mois. On signait officiellement, après une visite très spectaculaire aux Jeux Olympiques de Pékin. Poutine y était, il a été reçu comme un grand. Hein, il se passe des choses, là, c'est une évidence. Vous avez raison. C'est bien ce que je développe, c'est bien ce qu'il faut observer. Je ne peux pas analyser à ce moment-là l'abstention de la Chine, mais on aurait pu avoir également un veto. On ne l'a pas eu. Ils ont des intérêts commerciaux, la Chine. Non, mais c'est intéressant. Ils ont des intérêts commerciaux, la Chine. Voilà. Ils vendent beaucoup à l'Occident, à l'Europe et aux États-Unis. Oui, la Chine observe. La Russie s'est mise dans une situation difficile. Elle a signé des accords pour son approvisionnement en gaz et en pétrole. C'est très, très important. Mais pour l'instant, elle observe si la Russie de Poutine s'effondre. Parce que Poutine, si vous permettez l'image, s'est mis dans une seringue. C'est-à-dire qu'il a mis tous ses objectifs dans la seringue. Pour sortir de cette seringue, il y a deux façons pour lui. Il y a une façon, c'est de sortir goutte à goutte par l'aiguille toutes ces demandes et ces récriminations, et ça va lui faire mal au point de vue psychologique, lui et ses aides. Ou alors, la deuxième façon, il refuse tout, il continue à appuyer sur le piston, et là, le piston risque de lui éclater à la figure. Oui, mais ça veut dire il éclate comment, le piston ? À la figure, c'est-à-dire qu'on peut avoir un immense chaos au sein de la Russie. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est le peuple de Russie qui le met dehors ? Le peuple de Russie peut longtemps et ça, c'est pas tout de suite. Par Non, définition, ça ne peut pas se passer en 3 jours. Je voudrais aussi préciser une chose. Dès le début de cette opération, on a dit l'Ukraine va tomber, les Russies en 48 heures. Puis après, on a dit au bout de 48 heures, les Russes n'ont pas réussi, etc. Je pense que là, on veut aller trop vite. C'est une guerre qui va durer longtemps. Les Russes sont rentrés comme on conduit une opération logiquement, c'est-à-dire qu'au début, on tâte un peu toutes les défenses. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui et demain, ils savent où sont les défenses fermes et où sont les faiblesses de l'Ukraine, et ils vont attaquer. Selon vous, qu'est-ce qui est négociable avec Poutine ? Alors, derrière cette question, c'est comment négocier avec lui pour qu'il ne perde pas complètement la face, si j'ose dire, ce qui est la base de la diplomatie. Qu'est-ce qu'on peut lui accorder et qu'est-il prêt, à votre avis, à négocier ? Donc, pour moi, Poutine, il a tout mis sur cette parité Russie, États-Unis, mais ça, on ne peut plus lui accorder. Toutes les sanctions économiques, on démolit ce rêve-là. Et donc, il est sur la Russie, et sur l'Ukraine, pardon. Et l'Ukraine constitue ses gages de discussion. Donc, soit... Donc ça serait quoi, la neutralité de l'Ukraine ? L'Ukraine, on regarde la carte et on voit que sur l'Ukraine, alors maintenant on descend, parce que là, la guerre est importante, mais à mon avis, elle est la dernière étape de tout cet ensemble qui fait la politique de Poutine. Et donc, la guerre en Ukraine, il a plusieurs possibilités finalement. C'est soit occuper toute l'Ukraine, mais alors avoir des soucis permanents, soit mettre... comme en Biélorussie, un fantoche. Soit mettre un fantoche, ce qui revient au même de toute façon, parce que le fantoche, il faudra bien qu'il ait une armée, une police, etc., pour tenir sa population. Soit enfin se replier sur les territoires qu'il est en train de conquérir, parce que là, tout le monde regarde Kiev. Kiev, pour moi, je pense, c'est peut-être le sujet qu'il va discuter dans les discussions qui ont lieu aujourd'hui. Entièrement d'accord. Ce qu'il est en train de construire, c'est vers Odessa certainement, et le Donbass, maîtriser la mer Noire et obtenir ainsi le rêve de tous les dirigeants russes depuis la création de la Russie, c'est avoir la plénitude d'accès aux mers chaudes. Tout le monde regarde Kiev, il est en train de travailler dans cette zone. Et d'ailleurs, il avance. Ce que disait Alain Brouwer également, mais l'armée ukrainienne ne peut pas abandonner la défense de Kiev, de Kharkiv. C'est pour ça que
Deuxième image, si vous voulez bien, pour que les gens comprennent, je pense qu'ils comprendront, la Russie est à la poignée d'éventail au point de vue opérationnel. Elle a 4 axes de priorité. En fonction de la situation politique, elle sait qu'elle peut mettre l'effort là ou là. Et je pense que ce sera le Sud. Voilà, on voulait votre analyse. Je sais que vous devez partir à 10h et notre programme a été un peu aujourd'hui modifié. Donc c'est pourquoi je voulais vous donner quelques minutes pour nous expliquer votre sentiment et votre analyse. On pourra s'interroger également si on peut imaginer une Russie finlandisée par la Chine. Une Ukraine. Oui. Ukraine, non, bien évidemment. mais vous avez raison. Une Russie finlandisée. Oui, une Russie finlandisée par la Chine. Une Russie, bien sûr. Par la Chine. Une Russie possible, mais c'est loin. Possible. Mais bon, merci beaucoup, monsieur Allard. On va continuer avec, évidemment, dans une seconde, Sergueï Girnov. Je vous regarde et... Mais non, mais oui, quand vous souriez également. On parle toujours. Okay. Mais on fait la pause. On fait la pause. Non, on fait la pause. On fait la pause. Okay. À tout de suite. Ok. Nous a rejoint, vous êtes essayiste, président de Souverain Demain. Bonjour Pascal, toujours là. Mérite d'être clair. Ah ben écoutez, on ment pas sur la marchandise. Régine Delfour est avec nous, avec Fabrice Elsner. Si vous nous écoutez tous les jours, vous savez qu'ils sont en Ukraine et qu'ils témoignent dans des conditions difficiles de ce qui se passe. Et Régine est à Lviv aujourd'hui avec Fabrice Elsner. C'est le 8e jour de guerre. Je voulais savoir ce matin l'état de la ville et ce que vous avez pu observer. Écoutez Pascal, bonjour. Ici à Lviv, les voitures circulent, les gens sont dans la rue. Ça pourrait ressembler à n'importe quelle ville d'Europe, mais ce calme est fin puisque la plupart des cafés, restaurants sont évidemment fermés, les magasins sont fermés, les magasins qui ne sont pas de première nécessité sont fermés. Il y a des supermarchés évidemment d'ouverts, mais la nourriture commence à manquer, les produits aussi d'hygiène commencent à manquer. On a appris que la viande était de moins en moins disponible, donc ça commence à devenir un petit problème au niveau du cheminement des produits de l'alimentation. On ne voyait pas trop de militaires depuis quelques jours, on en voit un peu plus dans la ville. Il y a une télévision qui est militante un peu sur Internet. Hier, il y avait tout un cordon de sécurité avec des militaires suite à la veille à un bombardement d'une tour à Kiev d'une télévision. Nous voyons toujours autant de réfugiés. On a pu échanger dans un hôtel avec un couple qui venait de Kharkiv et je leur ai demandé jusqu'à quand ils comptaient rester. Ils m'ont dit qu'ils avaient booké jusqu'au 15 mars, Pascal. Merci Régine Delfour, merci pour ces informations. On verra tout à l'heure un sujet des derniers combats. Je rappelle que l'armée russe a pris le contrôle de la ville de Kherson, aurait pris le contrôle. Ça a annoncé son maire sur Facebook. Il demande aux habitants de ne pas provoquer des soldats russes. Des responsables ukrainiens ont confirmé l'information dans la nuit. C'est la plus grande ville prise par les forces russes depuis le début de la guerre. Elle compte 300 000 habitants, la ville de Kherson. Monsieur Girnov, on a... tendance, et c'est bien normal d'ailleurs, à vouloir psychologiser Vladimir Poutine, à être dans sa tête, à savoir ce qu'il pense, comment il pense et donc ce qu'il va faire. Est-ce qu'on a raison de dire qu'il est paranoïaque, qu'il est sans doute fou, qu'il est hors contrôle et que personne n'est autour de lui ? Paranoïaque sans doute. Sans doute, c'est une personnalité très particulière. Fou, non. Je ne veux pas qu'on le considère comme fou. D'abord parce que fou, ça veut dire irresponsable. S'il est irresponsable, donc il n'y a rien à faire. Si c'est le cas, on est foutu. Hein, parce que le fou peut appuyer sur le bouton nucléaire à n'importe quel moment. Et là, c'est ceux qui nous regardent, là, c'est la folie. Hein. Donc, non, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. En revanche, il commence à manquer, à mon avis, de praticité. Parce que, déjà, par rapport à sa personnalité, je suis un ancien du KGB, on est entré en 84, la même année, avec lui. Pour les détails, vous achetez mon livre « L'éclaireur » qui est sorti aujourd'hui pour les détails, pour nos rencontres, etc., chez Nimrod. Il est déjà en rupture de stock, vous entendrez 2 semaines. Mais perdez pas le Nord. Le truc, c'est que dans l'école du KGB,
On a écrit dans le dossier, on l'a fait venir, il avait déjà 9 ans de service dans le service de contre-espionnage de la police politique à Leningrad. On l'a fait venir à Moscou en disant « Vladimir, on va t'envoyer en Occident comme un espion ». Promotion, une grande promotion. Il fait une année d'études. À la fin de cette année d'études, on dit « homme dangereux, imprévisible ». Dangereux, imprévisible. Dangereux pour lui-même, dangereux pour le service. Le service n'en veut pas. On n'en veut pas. Il a été refusé au KGB. Il a été, non pas au KGB, au service d'espionnage. Parce qu'au KGB, quand on rentre, on y reste. D'accord. C'est une énorme machine, on va vous trouver... Et donc, on l'a renvoyé à Est-ce que vous savez pour quelle raison il est considéré comme dangereux et imprévisible? Oui, parce qu'en fait, on a mis... Il n'arrive pas à avoir la mesure adéquate du danger. Vous nous rassurez. Voilà. Je vous remercie d'être venu. Ça veut dire que... C'est quoi son niveau intellectuel? Son niveau intellectuel, il est moyen. Il est moyen, il est normal. C'est un homme normal. Ah non. Vous vous souvenez du président normal de Hollande? Non, alors François Hollande, il a beaucoup de défauts, mais personne ne peut contester son niveau intellectuel XXL. Mais au service, après, de choses qu'on n'aime pas forcément, et pourquoi pas d'une forme de perversité politique, mais c'est pas le sujet. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, c'est le niveau intellectuel de Vladimir Poutine. Moyen. Il est idiot parce qu'il a réussi à arriver au pouvoir quand même. Attendez. C'est pas une question. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. D'arriver au pouvoir et de se maintenir au pouvoir, c'est pas une question que vous me posez. Non, vous me posez la question. Avec ça. Voilà, donc, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. D'un niveau moyen, il est très mauvais élève à l'école. Il est très mauvais élève à l'école. Et il a procédé dans toute sa carrière éducative, du secondaire au supérieur, par le sport. Vous savez ce qui se passe aux États-Unis? Vous jouez au foot, vous êtes les muscles, vous n'avez pas de tête. On va vous donner un diplôme parce que vous jouez dans l'équipe de foot de votre université. Poutine, c'était la même chose. Il faisait du judo. Bon, alors comment il arrive au pouvoir quand même? Parce que comment il arrive au pouvoir? C'est un imbécile, vous nous le décrivez comme je ne dis pas qu'il est imbécile, je vous ai dit il est moyen. Un moyen, c'est pas un imbécile. Si vous m'avez posé la question, je vous ai dit il est imbécile. Non, il n'est pas un imbécile. Il n'est pas un imbécile. Il est moyen. Ça veut dire que c'est une personne qui sait respecter les règles de l'époque. On lui dit faire quelque chose, il le fait. On lui donne un ordre et l'exécute. Ce n'est pas une. Il est tout seul aujourd'hui parce qu'on a vu cet échange avec ses ministres. Vous dites comment il est arrivé au pouvoir, comment il est maintenu au pouvoir. Là, c'est une bonne question. Il est malin. Il n'est pas très intelligent, mais il est malin. C'est une forme. Et donc, c'est une forme d'intelligence, je suis d'accord. Et là-dessus, on peut dire même qu'il est pervers. Et là, c'est un peu même, je vous ai dit, paranoïaque. Et il est tout seul actuellement, c'est lui qui décide tout seul. Vous l'avez vu, le 21, avec son directeur des services de renseignement, Narishkin. Tout à fait, cet échange a été saisissant. Bon, mais là, manifestement, il a déjà tout perdu. C'est pas sûr. Il n'a pas tout perdu militairement. Militairement, le général vous a dit, il peut gagner l'Ukraine et il a des moyens. Parce que la Russie possède une armée d'1 million d'hommes et la Russie possède le premier. Moi, j'ai pas les mêmes chiffres, j'ai 200 000. La Russie, non, 1 million. 200 000, c'est pour les Ukrainiens. C'est l'Ukraine. Non, moi aussi. Non, 200 000, c'est. Aussi comme non. vous. Moi, j'ai entendu 200 000 Russes, mais bon. 200 000 qu'il a amassé à la frontière avec l'Ukraine pour actuellement. Mais l'armée russe est d'1 million d'hommes. D'1 million d'hommes. Deuxième ou troisième armée du monde. Ou quatrième. Là où l'armée française est à 203 000 hommes, je crois. C'est ça. Donc, militairement, il peut gagner. Mais il a tout perdu. La Russie est paria du monde occidental. C'est ça. Au plan culturel et économique, il a perdu une partie de la guerre. Donc, à votre avis, puisque vous le connaissez, à votre avis, qu'est-ce qui est négociable pour lui? C'est la question que je posais tout à l'heure à M. Allard. Qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui est possible? Et si on veut se projeter, c'est quoi le scénario qui, j'allais dire, idéal pour que les deux camps puissent s'entendre? Le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est embêtant. Il n'y en a pas. Parce que déjà, c'est d'abord... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire si on se projette, ça veut dire quoi? Si on se projette, on est en danger parce qu'actuellement, les Ukrainiens n'accepteront plus rien. On est en danger. Parce qu'ils possèdent 6200 têtes nucléaires. Vous n'écartez pas l'idée que M. Poutine, un matin, puisse envoyer une ogive sur l'Occident? Non, pas sur l'Occident, sur l'Ukraine.
Ah oui, c'est l'usage. Pas sur l'Occident. Non, il n'est pas fou. Je vous ai dit, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Oui, mais enfin, s'il met une bombe... Cela dit, Sergueï Lavrov a dit que la Troisième Guerre mondiale serait une guerre nucléaire dans une déclaration il y a quelques heures. Et Medvedev l'a répété avant lui. Et Poutine l'a prononcé aussi dans son discours dimanche. Donc ça fait déjà la Troisième Guerre. Et on fait le truc, c'est que jeudi dernier, quand il a commencé le truc, je suis venu sur un plateau et j'ai dit, ma source au Kremlin a dit que Poutine a décidé, au moment critique, si jamais ça ne marchait pas, de lancer une gifle d'une kilotonne tactique. C'est un petit truc sur l'Ukraine, parce que l'Ukraine n'a pas de réponse nucléaire, mais ça... Ça veut dire quoi, un petit truc? Une gifle d'un kilo, un kilo, ça veut dire que ça va détruire 3 kilomètres autour de la bombe. Donc ça fait des dizaines de... Et ça tue tout le monde à 3 kilomètres. Sauf s'il peut la faire exploser au milieu d'un champ. C'est ce qu'on avait il y a quelques années. L'armée française possédait des Plutons. Le problème, que si on les tirait du territoire français, ils tombaient en Allemagne. Ce qui, pour construire l'Europe, n'était pas idéal. Donc moi, je ne partage pas du tout, mais pas du tout, le point de vue de notre espion du KGB, ex-espion du KGB. Je pense que quand on regarde la carte, Poutine, loin d'être battu d'avance, me paraît avoir marqué des points essentiels à l'Est et au Sud-Est. Il est en train de mettre la main sur la mer d'Azov, mettre la main sur la mer Caspienne, je suis d'accord, de prendre Odessa et kidnapper toute l'Ukraine utile, là où il y a dans le sous-sol. Tout à fait d'accord. Et quand il aura ça, ça va déjà peut-être... Monsieur Girnov, il ne touchera pas à Kiev. Mais justement, comment ça veut dire quoi, il ne touchera pas à Kiev? Parce qu'il n'est pas fou, c'est le berceau de la Russie. Enfin, vous n'en savez rien, moi non plus. Eh bien, on parle, mais alors on parle de quoi? Alors on essaie tous de faire un pronostic. Ben, je fais le mien. Et en fait, quand j'ai dit ça, on m'a dit exactement ce que vous avez dit. Sauf que dimanche, Poutine a prononcé le mot nucléaire. Et après, il y a Lavrov qui l'a répété, et après, il y a Medvedev qui l'a répété. Il y a déjà 3 personnes qui ont répété. Et Poutine... Mais il est à Kiev, en plus, je comprends pas ce que dit Jean-Claude. Il est à Kiev, vous dites, il ne touchera pas à Kiev. Il est autour de Kiev, il n'est pas à Kiev. Et il ne touche pas à Kiev. A priori, il y a encore des ressortissants français qui ont pu fuir Kiev aujourd'hui dans des autobus. Et le centre-ville, parce qu'il y a encore une voie qui permet de quitter Kiev avant de une question à Philippe Guibert. Monsieur. Est-ce qu'il peut se contenter, au bout de cette offensive, de repartir, si j'ose dire, avec seulement une Crimée élargie, comme tu le décris, au sud, au bord de la mer, de l'accès aux mers chaudes, et puis d'avoir l'est de l'Ukraine. Est-ce que Poutine peut, je vous pose la question, il a la Crimée déjà, est-ce qu'il peut se contenter de ça? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il ne perd pas un peu la face en disant j'envahis l'Ukraine, je vais prendre Kiev, parce que c'était quand même son objectif au départ. Et là, il a bien vu que ça n'a pas marché. Parce que il ne va pas détruire Kiev et faire des milliers de victimes. La guérilla urbaine, il n'y a rien de pire. Qu'est-ce que vous en savez? Eh bien, je prends le pari. Parce qu'il n'est pas idiot. Vous savez le pari qu'on faisait? On faisait le pari qu'il a déjà pris la Crimée, il va prendre les républiques de Lugansk et de Donbass, point barre, et va rentrer avec ses militaires. On n'a jamais dit qu'il va bombarder toute l'Ukraine. On n'a jamais dit qu'il va bombarder Lviv. Je suis d'accord, oui. On n'a jamais dit, etc. Ouais. Donc, déjà, par rapport à ça, il y a un problème. Le truc, c'est qu'à la limite, les Ukrainiens, je vous demande de ne pas nous écouter, parce qu'on décide votre sort sans vous. À la limite, tout le monde serait content s'ils se contentaient de ça. On est bien d'accord. Parce que ça, seulement, maintenant, tout a changé parce que les Ukrainiens ne l'accepteront jamais. Ouais. Donc c'est pour ça que je vous dis, alors vous me dites qu'il n'y a pas de solution. Et si on se projette, vous n'imaginez pas une sortie de crise. Et c'est ça qui peut être. Il y a une chose qu'on n'a jamais discutée sur aucun plateau, c'est que le caractère des Ukrainiens. Ça veut dire qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait les Ukrainiens qui n'ont pas accepté Staline. Oui. Ils ont combattu combien de temps contre Staline, le vrai tyran, avec le goulag, etc. 14 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais ça, j'entends tout ça, mais ce qui me frappe toujours, c'est qu'il le sait, ça, Poutine. Je veux dire, de la même manière que le stratège qu'il est, dont... Il n'est pas stratège. Mais a priori, Pascal, une stratégie rationnelle de la part de Poutine aurait été effectivement de pousser avec cette invasion pour après aller à la négociation. Ce qu'il était en train de faire. On dit qu'il a un coup d'avance, tout ça c'est faux. Non. Donc il fait n'importe quoi. On dit que c'est un joueur d'échecs. Oui. Je vais vous raconter quel joueur d'échecs est Poutine. Il joue avec vous aux échecs. Il voit qu'il est en train de perdre. Oui. Et donc il va prendre le jeu, il va vous écraser le jeu sur la tête. Parce que c'est un judoka.
C'est pas un joueur d'échecs. Et donc, c'est dans ce sens-là que si jamais il sent qu'il n'obtient pas ce qu'il a prévu d'obtenir, il peut vous montrer une petite kilotonne pour vous montrer qu'il peut vous écraser l'échiquier sur la tête. Je suis d'accord avec vous, mais kilotonne, c'est une sorte d'escalade. Après, il y a peut-être... Non, peut-être pas tout de suite. De toute façon, l'Occident ne va pas... Et personne ne peut l'arrêter en interne? En interne, non. Il n'y a plus personne. Et sa femme l'a quitté et vous avez vu... C'est lui qui a quitté sa femme ou c'est elle qui... Non, c'est elle qui l'a quitté. Ah bon. Toutes les c'est pour ça d'ailleurs, je pèse mes mots. C'est elle qui l'a quitté. Tous les hommes qui sont quittés ne balancent pas une bombe à Je n'arrive à des gens. Ça arrive à des gens. En répondant à votre question. Heureusement. Il est psychorigide. Il y a des choses qui peuvent arriver. Il est psychorigide. Oui, mais ça, j'en suis convaincu. Et donc, il a du mal à accepter les choses. Oui, mais comme tous les la chose la plus importante, sa faute la plus importante, le 21 février, il a signé la reconnaissance des deux républiques. Oui. Ça veut dire que n'importe quelle république de la Fédération de Russie, maintenant, peut faire la même chose. Réclamer son indépendance. Et là, la Russie est foutue et les Chinois seront très contents. Bon, je voulais que vous me disiez un mot quand même sur Emmanuel Macron hier et sur, effectivement, l'intervention qu'il a faite, qui a été fortement commentée. Certains y ont vu vraiment une qualité présidentielle, un retour du présidentiel. Et d'autres ont vu une sorte de... Comment dire ça, sans être désagréable? Une sorte de copier-coller avec le discours Covid. C'est-à-dire que c'était la grille de lecture qu'on appliquait à la guerre et on l'appliquait... guerre contre le Covid, guerre... C'est-à-dire, oui, mais je vais vous protéger, vous avez peur, le pays est en danger, etc. Il y a eu ça. Alors, je vous propose d'écouter peut-être un extrait. On en avait prévu 3, mais peut-être que celui qui est le plus important, Marine Lançon, je parle en direct avec elle, qui est en régie. Peut-être est-ce je veux rester en contact avec Poutine. Écoutons cela. J'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. Bon, on va évidemment décoder cette intervention du président de la République, mais vous devez partir, monsieur l'espion. Malheureusement, j'ai un autre plateau. Vous allez espionner ailleurs. Mais vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes en France? Vous habitez la France? Je suis en France depuis 22 ans. J'ai le statut de réfugié. J'ai obtenu le statut qui est marrant d'ailleurs. Pourquoi vous avez arrêté d'être espion? Parce qu'ils m'ont obligé d'être un espion et j'en voulais pas, de toute façon. Et donc j'en ai profité de la première occasion qui était la dislocation de l'Union soviétique. Est-ce que vous avez été débriefé par la DGSI? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais ils vous ont pas. Bien sûr. Les anciens espions, pardonnez-moi de poser la question aussi brutalement, mais on les élimine pas? Non. Mais vous saviez pardonnez-moi, vous saviez des choses forcément. Oui, je sais des choses. Quelqu'un qui est espion qui ne veut plus l'être, vous êtes un danger pour le pouvoir. Ça fait 30 ans que j'ai démissionné. Oui, mais quand vous avez démissionné, on démissionne pas, on ne sait pas la sécurité sociale. Je veux dire, on dit pas, je suis espion, ça se passe pas comme ça. Donc quand on est espion, qu'on arrête d'être espion, j'imagine que vous êtes une menace. Vous me réinviterez, je vous raconterai tout ça en détail. J'imagine que vous êtes une menace pour le pouvoir. Non, plus. Non, mais que vous étiez quand vous démissionnez, quand vous dites je veux plus être espion. Non, parce qu'en fait, le pouvoir, à cette époque-là, avait peur. Poutine a très très mal vécu en 1989 la chute de Berlin, de mur de Berlin, et il croyait, en fait, au KGB, en 1991, il croyait qu'il allait se passer exactement la même chose pour le KGB. Ils avaient peur et laissaient partir tout le monde. En tout cas, c'est intéressant d'être avec vous, et je trouve que cette conversation mériterait un deuxième... Mais sans être indiscret, vous vivez de quoi? Sans être indiscret, sont pas vos oignons. D'accord, on a compris. Ah oui. Vous êtes toujours dans le business, quoi. Qu'est-ce que j'ai à raconter ma vie privée C'est votre vie professionnelle. Vous êtes dans les services. Bah oui, non mais j'ai 3 livres que je viens de sortir. Enfin, j'ai 3 livres que j'ai écrits. Il y a le 3e qui sort, il est déjà numéro 1 et il était numéro 1 sur Amazon. Vous êtes dans les services et Jean-Claude dit évidemment. Bien sûr, c'est normal. Bien sûr. On ne se refait pas. Alors. Claude est fasciné par ce monde de trous. Non mais c'est John Le Carré. Vous imaginez que John Le Carré. Vous imaginez que vous avez une tête d'espion.
Ah bon? Ah oui. On se sent en sécurité. On sent. On se donne rendez-vous sur les pistes de ski. Sur les pistes de ski, je mets une casquette à l'envers et vous verrez si j'ai une tête d'espion. Mais non, mais là, parce que j'ai mis les lunettes. Je le dis amicalement, vous voyez bien, mais vous avez dans le casting du prochain James Bond, vous pourriez avoir un rôle. J'ai joué déjà pour Prime Amazon, là, pour le lancement de Totem. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ouais. On plaisante parce qu'on aime garder un peu de liberté sur des sujets qui sont si graves, mais je vous remercie grandement. L'intervention, merci Monsieur Girnoff. Faites très attention en sortant parce que bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Merde. Je ne vous accompagne pas, Monsieur Girnoff. Hein. Je ne vous accompagne pas, mais la sortie est... N'hésitez pas. Il y a une Trabant qui vous attend pour pas repartir. Bon, l'intervention du président de la République, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça m'intéresse. Moi, je l'ai écouté à la radio. Oui. Comme si on était en guerre. Comme à l'ancienne. Je l'ai écouté à la radio, j'ai trouvé que c'était une très bonne intervention. Non. J'ai trouvé que c'était une très bonne intervention. Il manquait pas grand-chose pour que ce soit aussi l'intervention et le discours d'un candidat, à part peut-être l'âge de départ à la retraite et la durée du temps de travail, que sais-je, et trois petites choses. C'est déjà un homme, il enjambe. Bien évidemment, il nous parle d'un pacte de résilience qu'il a demandé au Premier ministre de s'occuper. Ça veut dire que le quoi qu'il en coûte va continuer quelque part. Alors, le quoi qu'il en coûte, c'est la nouvelle... J'allais dire la nouvelle maxime française. J'ai trouvé aussi... Quoi qu'il arrive, la devise, la nouvelle devise française. Oui. C'est plus liberté, égalité, fraternité. C'est quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Ce qui est assez paradoxal. Alors, terminé. Et après, j'ai trouvé juste une petite pointe quand même. Je dirais pas de revanche ou d'agacement, mais il a fait beaucoup pour essayer d'éviter le pire. Oui. Il a parlé des heures avec Poutine, et il a le sentiment, me semble-t-il, de ne pas avoir été récompensé de ses efforts par le président russe. Il m'a semblé hier qu'il était profondément agacé de n'avoir rien obtenu. Pour autant, il a le mérite de dire « je vais continuer d'essayer de faire le job », je suis président de l'Europe, et essayer d'éviter le pire. Donc, globalement, j'ai trouvé que c'était une bonne intervention. Je ne vois pas ce qu'ajoutera ce soir ou demain l'annonce qu'il est candidat. Dans son discours, il y avait déjà tout de ce qu'il va proposer aux Français dans les mois qui viennent. Enfin, dans le mois qui vient. Je suis pas sûr. Paradoxalement, Jean-Claude, dans tout ce qu'il a annoncé d'aspect prospectif sur l'avenir du pays, etc., il s'est tout de même pas mal contredit et dédit par rapport à ce qu'il a fait pendant 5 ans et par rapport à ce que l'idéologie qu'il défendait en 2017, à savoir le mondialisme, défendait, puisque hier, il nous a parlé d'autonomie stratégique, il nous a parlé de souveraineté nationale, il nous a parlé d'investissement dans la défense, alors que ça fait 30 ans qu'on a sous-investi dans notre défense. On est passé de 400 et quelques mille hommes en 91 à 203 000 hommes aujourd'hui. On est passé de 1350 chars d'assaut en 1991, on n'a plus que 200. Donc j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il découvre un peu l'eau tiède. Non, mais ce qui est quand même paradoxal, Jean-Claude, c'est que si vous voulez, il lui aura fallu une pandémie mondiale et il lui aura fallu une guerre en Ukraine aux portes de l'Europe pour qu'ils comprennent l'intérêt de la souveraineté nationale et qu'ils comprennent que finalement la mondialisation, les délocalisations d'usines, c'était peut-être pas forcément si bien. Mais moi, je ne partage pas exactement cette analyse. J'ai entendu hier un discours plus d'Europe, c'est-à-dire plus d'Europe de la défense, plus d'Europe de concertation. C'est pas ambigu. Moi, ce que j'ai au contraire entendu hier, c'est-à-dire que dans la situation qu'on vit, c'est marrant d'ailleurs, il y a deux possibilités. Soit on dit ça marche pas parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, il faut que effectivement les souverainetés passent en dessous de l'Europe dans plein de domaines, la santé, la défense, etc. Soit on dit il faut se replier sur soi-même. Voilà, et c'est Pascal, on ne sait pas trop s'il veut faire cette fameuse armée d'Europe. Il a parlé de cette réunion avec les chefs d'État. Moi, j'ai entendu quand même qu'il y a une volonté de investir davantage. Il y a juste un petit problème, Pascal. C'est un Européen XXL. Un pays qui possède l'arme nucléaire doit réfléchir à son concept de défense. Vous ne pouvez pas faire autrement, parce que personne d'autre que vous ne pourra éventuellement appuyer sur le bouton, ce qui en principe ne sera jamais. Donc le concept de défense européen, il n'est pas facile à imaginer. Néanmoins, il veut mettre davantage d'argent dans notre défense, on ne peut pas le lui reprocher, par les temps qui courent. C'est les deux grands clivages aujourd'hui, les progressistes ou les conservateurs, appelez ça comme vous voulez, chacun d'une certaine manière va là où son intuition ou son raisonnement le pousse. Vous êtes super intelligent. Moi, j'ai pas trouvé ambigu. Alors. Vous êtes super intelligent. Moi, je me suis plus attaché à la forme. Ça m'a beaucoup frappé, la forme, d'hier soir. Il a été beaucoup plus court que d'habitude. Vous disiez le Covid, il nous faisait des interventions de 30-35 minutes. Il a fait une douzaine de minutes.
il a fait très sobre. Il n'y avait pas d'effet lyrique dans son discours. À peine. Il y avait une certaine gravité, mais déjà pendant le Covid, il y avait une gravité, mais il ne cherchait pas, il cherchait à être réaliste. Il nous a expliqué que nous allons payer. C'est le père de la nation. Ça va nous protéger. En 2017, a été terminé. Oui. J'ai trouvé qu'il avait trouvé un ton présidentiel qu'il n'avait pas toujours trouvé dans ses interventions, précisément sur le Covid. C'était le côté chef de guerre, le sang et les larmes. Deux, trois petites choses à préciser quand même. Une loi a été votée en 2017 de programmation militaire destinée déjà à rattraper le retard des années précédentes. Tout à fait. En 2017, la loi de programmation militaire est promulguée le 14 juillet 2018. Elle fixe l'objectif de porter l'effort national de défense à hauteur de 2% du produit intérieur brut. C'est le général de Villiers qui doit rigoler. Allez, il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. On va rendre hommage à Nantes. Mais avant cela, votre page Facebook. La page Facebook de Philippe Guibert. Abonnez-vous à la page Facebook de Philippe Guibert. Abonnez-vous. Bon, j'aime bien les séries françaises de France Télévisions. Dans un monde de droite, c'est un oasis de gauche et c'est tellement reposant. On y voit toujours au moins un gay ou une lesbienne sympathique, cela va de soi. Il y a aussi des enfants de l'immigration qui ne le sont pas moins, peut-être plus. De même, les femmes sont courageuses, déterminées, drôles et intelligentes, mais sans être trop sexy. Elles ne sont pas là pour faire potiche. D'ailleurs, ce sont les vraies héroïnes de la série. Il ne manque pas souvent non plus de handicapés admirables d'humour et de détachement, ce qui contribue à changer notre regard sur le handicap loin de nos préjugés. Enfin, il y a des hommes blancs, un peu veules, les hommes blancs, dans les séries de France TV, ou bien trop arrogants, à tel point que ces grands enfants finissent par faire des bêtises plus ou moins graves. Mais il y a une exception, le héros mâle de la série. Au fond, c'est un type bien qui fait un peu le fier, mais qui est plein de failles et de fragilité. Inévitablement, il tombe amoureux de l'héroïne si forte et il en est comme bonifié dans cette complicité qui se noue avec une femme libre, indépendante, qui en a vu des mecs et à qui on n'a fait pas, il s'émancipe des stéréotypes masculins, disons-le. Il devient moins con. Chaque soir, regardez un peu de séries de France TV, vous aurez moins de pensées étriquées, le monde vous apparaîtra pour ce qu'il est, le lieu de la lutte entre le bien et le mal. Ou si plus de gens étaient du côté du bien, il y aurait moins de mal. Vous dormirez ensuite du sommeil du juste. Bravo, bravo, magnifique. Bravo. Mais Merci, alors, merci. c'est du second degré, évidemment, j'espère que vous n'allez pas vous faire allumer. C'est tellement bon le second degré et l'intelligence. Ça fait du bien le second C'est degré. très vrai, surtout. C'est tellement. Mais je suis d'accord avec vous. Il nous reste une minute. Feuilleton, c'est fabuleux. Madame, messieurs, je vous demande de vous lever. Oui. Le FC Nantes. Ah oui. Le FC Nantes, ce grand club, Bah, est en finale de Coupe de France tu contre vois la main Nice. du président La Picard. oui, félicitons le président, évidemment, mais félicitons les joueurs, félicitons l'entraîneur, Antoine Camboiré, et félicitons ce magnifique stade de la Beaujoire. Alors, je voulais qu'on voit, moi, l'envahissement du terrain. Ça, c'est le deuxième but nantais, parce que Nantes a mené 2-1 avant d'être revenu au score. Regardez ça. Et c'était bon enfant. Oui, bien sûr. C'était bon enfant, sans un incident. C'est le football des années 80 Voilà. que vous voyez là. Moi, j'ai connu, Superbe. comme Pascal, Voilà. l'école nantaise. C'était une des meilleures équipes du championnat. On les voyait jouer un ballon qu'ils étaient les seuls à pratiquer. Bien sûr. Et il y a eu la longue nuit derrière, enfin nuit, crépuscule. Oui. Et bien les voilà revenus au premier plan. Moi, je suis content. C'est bien. Bon, en tout cas. Pro a joué au FC Nantes. Oui, Oui, pas longtemps. Mais bon, en il a- tout cas, pas longtemps. Mais avec des résultats, paraît-il, exceptionnels. Bon, en tout cas, ça sera Nantes-Nice, ça sera le 8 mai. C'est vrai que ça a été dur. Moi, je vais vous dire, à titre personnel, je suis content pour le président Kita, qui a pris, c'est vrai, beaucoup de coups. Donc, c'est une satisfaction pour lui. Il y est, comme je disais l'autre jour, il y est un peu pour responsable. Quand tout va mal, c'est lui qu'on désigne. Donc, quand ça gagne, c'est bien. Et il est un peu quand même pour quelque chose. Et l'argent pour financer le club et faire les achats, qui l'a mis? C'est lui. Exactement. Faut de temps en temps Antoine Camboiré, Oui. formidable. Bravo. Antoine Camboiré, formidable, qui a Très bien. sauvé l'année dernière le club de la descente et qui cette année amène le club en finale de Coupe de France. Et puis voilà, et puis les supporters, et puis cette ville, et puis ce club, et puis ce stade. Voilà, c'est bien. Reste plus C'était à régler que les positif. problèmes de Ça fait longtemps que sécurité la dans le Beaujoire n'avait centre-ville. pas Et après, exulté tout ira comme ça. bien. Hein. La Bauge, comme disait Il y a Jean-Claude du Soudeau. boulot. Jean-Claude disait, et là, la Bauge, vous savez, Jean-Claude Soudeau, il reste. J'ai 30 secondes ou pas? Moi, j'ai dîné comment dire, des soirs entiers avec Robert Budzinski et Jean-Claude Soudeau après les matchs. Et Jean-Claude Soudeau était plutôt taiseux, ne disait pas grand-chose. Et Tout le monde sait qui est Jean-Claude Soudeau. Et... entraîneur de Nantes à la grande... Mythique. Et tout d'un coup, Jean-Claude Soudeau disait « Eh oui !» Et Robert Budzinski disait « Tu as vu ?» Et là, je n'interviens plus. Alors, tu ne savais pas de quoi il parlait exactement. Et c'était un langage codé, mais Jean-Claude Soudeau, c'est un maître en football. Ah, oui. Tout ce qui sort de sa bouche est une phrase de maître. Et tu as juste à l'écouter.
en matière de football. Jean-Marc Morandini dans une seconde, à ce soir.